Robert Ira is teacher at the ESIA. He's teacher is a specialist master in IT security, and he's mostly interested in algorithms in security, and his speech of today is about quantum cryptography, distinguishing the myth from reality and breaking some ideas that are false ideas that have been spread by unaware journalists. So, with this conference, it will bring light to us on this topic. Thank you very much. Please welcome Robert Ira. Bonjour. Donc si vous avez le petit flyer rigide, vous avez vu qu'il manque la moitié du titre, désolé. Le titre exact c'est cryptographie quantique, cryptographie post-quantique, et après vous avez la suite sur le flyer. Alors deux citations, j'aime bien toujours commencer ou finir par des citations. La première c'est David Deutsch, qui est un des gourous de la crypto quantique. Donc il a inventé le premier algorithme quantique avant même qu'on pensait que c'était faisable ou pas. Et la deuxième est très intéressante, j'aurais pu la mettre à la fin, mais je préfère la mettre au début parce que c'est important. Pour moi, la crypto quantique et l'informatique quantique a l'intérêt d'avoir rappelé aux informaticiens et aussi aux hackers que quand on fait un calcul sur une machine, et cette machine doit respecter les lois de la physique, c'est-à-dire les lois de l'univers. Et on va voir que ça fait des choses un peu curieuses. Le logo de gauche, c'est le logo de notre laboratoire cryptologie, virologie opérationnelle. Alors ça ne se voit pas, mais... Ah si on le voit. La devise, c'est Corsair mais pas pirate. Et à droite, vous avez le logo de mon master en sécurité. Alors, le contexte. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés après le film de Stanley Kubrick, Odyssée de l'espace. HAL, c'est le nom de l'ordinateur dans le film, c'est le chiffrement de César de IBM, j'ai rajouté Q devant. Et donc je me suis posé la question il y a quelques temps, quelle serait la conséquence sur la sécurité aujourd'hui si on pouvait acheter un ordinateur quantique? Alors pour ceux qui suivent les news, vous avez une société qui s'appelle D-Wave, qui annonce depuis 3 ans, tous les 6 mois, qu'elle a construit un ordinateur quantique à 128 ou 64, on ne sait pas trop. A priori, c'est du vent. Mais ça pose une question intéressante parce qu'effectivement, le jour où vous pourrez acheter un ordinateur quantique à 1024 bits, ça veut dire que toute la sécurité qui repose sur la cryptographie asymétrique à base de théorie des nombres est morte. Et comme souvent dans les sciences, les progrès sont fortement non linéaires, même si aujourd'hui ça n'existe pas, un ordinateur 1024 bits, rien ne dit que dans 6 mois ça ne pourrait pas exister. Bon, on verra ce qu'on peut dire dessous. Ça veut dire que tous les algorithmes basés sur le problème de factorisation, logarithmes discrets, y compris les courbes elliptiques, sont morts. Alors, première idée à préciser, il y a aujourd'hui une grande confusion quand on parle de cryptographie quantique. Alors, la crypto quantique dont on parle aujourd'hui dans la presse et dans les articles, généralement c'est de la distribution quantique de clés. Ça veut dire en fait que vous ne pouvez pas chiffrer votre disque dur avec, vous pouvez échanger des clés, c'est très bien, ça marche. On va voir que ça se casse aussi sans problème. Mais ce n'est pas du chiffrement quantique. À ma connaissance, il n'existe pas d'algorithme quantique reconnu qui permette aujourd'hui, même s'il y avait un ordinateur quantique, de faire du chiffrement. Et donc ce qui est intéressant, c'est que si l'ordinateur quantique CAL existait sur un rayonnage et que vous pouviez l'acheter, de toute façon, ça ne servira pas à casser la distribution de clés quantique. Parce que ce sont deux choses qui reposent sur la mécanique quantique, mais qui utilisent les concepts de manière très différente. Alors, petit disclaimer. Je ne suis pas un spécialiste de la mécanique quantique, donc c'est pas la peine de me poser des questions métaphysiques sur les lois d'Heisenberg et autres. L'idée c'est, est-ce qu'on peut comprendre ce qu'on peut faire aujourd'hui en algorithmique quantique avec une bonne connaissance de l'algorithmique classique sans entrer dans les méandres de la mécanique quantique? Et donc je me suis posé deux questions. Est-ce que l'informatique quantique va tuer la crypto qu'on connaît aujourd'hui? Et est-ce qu'elle permet d'inventer une nouvelle cryptographie, ce qui aujourd'hui n'est pas clair. Pour ceux qui résisteront et qui resteront jusqu'à la fin, vous verrez que moi je suis assez ambigu. Je pense que ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans les années qui viennent, mais aujourd'hui la réponse est très ambiguë.
C'est-à-dire, on ne sait pas en fait. Donc, il n'y a pas de réponse franche. Ce sont essentiellement des problèmes ouverts. Et donc, on va présenter rapidement l'informatique quantique en essayant de tuer quelques idées reçues et préciser les limites si le speaker ne coupe pas la parole. Alors, un bit classique, c'est 0 ou 1. Vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Vous prenez deux flyers, un blanc, un noir, vous pouvez chiffrer, enfin, vous pouvez représenter des données avec. Mais un bit ne peut prendre à la fois, au même moment qu'une seule des deux valeurs. Alors ça, vous tuez cette idée. Pour un bit quantique, donc on dit qubit aujourd'hui, un quantum bit, il peut représenter à la fois au même moment 0 et 1. Alors je donne toujours cette image. Vous prenez une pièce et vous dites je vais générer des bits en disant pile c'est 0, face c'est 1. Si vous voulez générer 256 bits aujourd'hui, vous allez faire 256 lancers en séquentiel. Avec un registre quantique, un vrai ordinateur quantique, quand il existera, vous dites j'ai une pièce, mais je vais lui dire de faire 256 lancers d'un seul coup. Donc c'est du parallélisme vraiment massif. Ça commence à exister, hein. Le premier ordinateur à 4 qubits est sorti je crois en 2003. Aujourd'hui IBM ne communique pas trop dessus, mais on soupçonne qu'ils ont dépassé les 20 qubits. Et donc avec n qubits, vous pouvez représenter simultanément, dans l'équivalent d'un registre parallèle, 2 puissance n valeurs. Si vous avez 1024 qubits, vous pouvez simultanément représenter 2 puissance 1024 valeurs, ce qui représente un nombre qui est plus grand que le nombre de particules dans l'univers connu. Donc c'est assez colossal. Et donc, en simplifiant un peu, disons que si vous avez un ordinateur à 2048 bits, en quelques secondes, vous cassez le clé RSA de 2048 bits, donc vous oubliez toute la sécurité des cartes à puce aujourd'hui, puisque le RSA est pratiquement partout. Si vous voulez faire des échanges de clés sécurisés avec la crypto quantique, les spécialistes de la crypto quantique vont très très bien on va dire leur business, mais dans la pratique, on a encore les mêmes problèmes. On verra par exemple que c'est sensible à l'attaque de l'homme du milieu, mais globalement, c'est si Alice de communiquer avec 1000 versions de Bernard différentes, et il faut qu'elle échange quand même des informations avant. Donc si on regarde, c'est à peu près sécurisé, mais pas tout le temps. Il y a des algos qui ont été cassés. Et en plus, c'est pas si pratique que ça. Donc c'est réservé vraiment à des utilisations extrêmement sensibles. Et la crypto quantique et le calcul quantique reposent sur deux phénomènes que je ne vais pas essayer de vous expliquer en détail, je vais juste les présenter, que moi je trouve extrêmement mystérieuses, c'est la superposition et l'intrication. Donc tout ce qui est entre crochets, ce sont les références qui se trouvent à la fin. Alors un qubit, on l'a dit, un mot classique de n bits, c'est une des 2 puissances n valeurs possibles. Nielsen précise que pour un qubit, le support n'importe pas. Donc aujourd'hui, vous avez des qubits avec des molécules. Vous pouvez faire des qubits avec des photons, avec ce qu'on appelle des ions piégés. Le premier ordinateur d'IBM utilisait des molécules de fluor qui étaient connectées. Mais ce qui change, c'est qu'il peut prendre toutes les valeurs possibles. Alors si vous enlevez cette propriété, l'ordinateur quantique ne sert à rien. Un tout petit peu de notation mathématique, hein, j'ai limité au maximum, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc, le principe de superposition quantique consiste à dire, vous avez un objet, un photon par exemple, qui peut être dans deux états polarisés, qu'on va représenter par grand psi et grand phi. Dirac s'est rendu compte qu'on pouvait considérer que certaines particules pouvaient à la fois être dans l'état psi et dans l'état phi, avec une combinaison linéaire des deux états, qui respecte la loi norme du vecteur alpha bêta égale 1. Et donc, tant que vous ne faites pas de mesure, hein, c'est le fameux chat de Schrödinger, tant que vous ne faites pas de mesure, vous ne savez pas dans quel état se trouve la particule. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous faites une mesure, vous détruisez cette superposition et vous perdez des informations. Donc, on ne peut pas tout faire avec un ordinateur quantique à cause de cette mesure. Quand vous mesurez, vous détruisez en fait des données. La manière que les physiciens utilisent pour présenter un quantum bit, c'est de dire que c'est un vecteur dans l'espace complexe C2. Donc j'en ai représenté quelques-uns. Ce qu'on appelle le bracket, c'est le crochet qui ressemble à supérieur. Donc ça permet de représenter un objet implicitement quantique. Donc vous avez une sphère. Sur cette sphère, vous avez des vecteurs qui sont représentés. Les deux vecteurs qui sont au pôle nord et au pôle sud forment ce qu'on appelle la base canonique.
Donc vous pouvez utiliser soit la notation bracket, soit la notation vectorielle qu'on voit ici, là 1, 0 et 0, 1. Et généralement, on peut faire des calculs avec un ordinateur classique qui simule des ordinateurs quantiques, mais évidemment, vous allez passer beaucoup de temps. Donc le principe de superposition quantique dit, ben, je prends une base, donc par exemple, je prends une polarisation pour mon photon, je génère un photon, ce photon va se trouver dans l'état qui est la combinaison linéaire du vecteur 0 et du vecteur 1, et qui va s'écrire alpha 0 plus bêta 1. Tant que j'envoie mon photon dans la nature, et que je ne cherche pas à le mesurer, je ne peux pas prédire dans quel état je vais le trouver après la mesure. La superposition, c'est à peu près compréhensible. Vous voyez ça comme un registre parallèle, c'est pas trop choquant. L'intrication, c'est quand même beaucoup plus bizarre. Donc ça consiste à dire, je peux créer une paire de deux objets quantiques qui vont s'éloigner aussi loin que vous voulez l'un de l'autre. Quand je fais une mesure sur le premier, instantanément, ça modifie l'état du second. Donc, a priori, ça a l'air de violer la loi d'Einstein sur la vitesse de la lumière. C'est même assez perturbant pour un non-physicien, on va dire. Mais si vous enlevez ça, les modèles de mécanique quantique ne fonctionnent pas. Donc, c'est ce qu'on appelle la non-localisation. Alors ça, je pense que c'est très très intéressant, même s'il n'y a pas encore d'outils commerciaux qui l'utilisent, parce que ça revient à dire, je peux envoyer un fichier sous forme de photon. Tant que la mesure n'est pas faite, je ne sais pas ce que la personne en face a reçu, mais quand elle va le faire, sans qu'elle m'envoie de message, je regarde ce que j'ai stocké moi comme photon, et je vais savoir ce qu'elle a calculé comme polarisation, c'est encore en gros dans quelle base elle se trouve. Et ça, c'est à mon avis très prometteur pour les communications disons quantiques. Pas forcément pour chiffrer votre disque dur, mais c'est pas grave. Alors un circuit quantique. Il y a un petit peu d'algèbre linéaire, hein, désolé, je l'ai minimisé. Mais bon. Alors, quand vous prenez un ordinateur standard comme celui-là, le processeur est constitué de circuits de base. Aujourd'hui, quand Intel fait un nouveau microprocesseur, il ne réinvente pas l'addition linéaire de mots de 8 bits, il ne réinvente pas l'addition ou la multiplication de mots de 32 bits. Ils prennent des briques qui sont déjà. Et on peut faire ça en mécanique quantique, c'est un petit peu plus compliqué. Donc il y a deux opérateurs qui sont très utiles, c'est la négation. Donc pour définir une transformation quantique, on va définir en fait l'image de chaque élément de la base. C'est de l'algèbre linéaire standard. Hein. Donc je prends par exemple celle qui flippe les deux vecteurs 0 et 1. 0 je l'envoie sur 1, 1 je l'envoie sur 0. Ça donne une représentation matricielle de cette forme. Cette matrice s'appelle X parce qu'elle ressemble à la négation classique sur un ordinateur classique. Et il y a deux propriétés fondamentales. Si on ne les comprend pas, on ne comprend pas les limites du calcul quantique. C'est que premièrement, cette transformation est inversible, et c'est la limite des ordinateurs quantiques. Ils ne peuvent pas faire des calculs qui ne sont pas représentés par des transformations non inversibles. Donc ça veut dire quelque part qu'il y aura des problèmes que vous ne pourrez pas résoudre avec un ordinateur quantique, notamment par exemple, aujourd'hui on ne sait pas calculer la solution d'un système linéaire X égale B avec un ordinateur quantique, même sur le papier, alors que n'importe lequel des processeurs aujourd'hui peut être programmé pour le faire. Et donc en plus elle est unitaire, c'est-à-dire qu'il y a une forme de conservation d'énergie, moi je le vois comme ça. Unitaire, ça veut dire que ce qu'on appelle la transposée hermitienne de X multipliée par elle-même donne l'identité. Et encore une fois, vous ne pouvez pas faire de calcul si vos transformations ne sont ni unitaires ni inversibles. Mais ça, généralement, les gens qui sont des prophètes du calcul quantique oublient de vous le dire. Ils vous disent avec un ordinateur quantique, on calcule tout, c'est pas vrai. La deuxième transformation qui est encore plus importante, c'est la transformation de Hadamard. Donc je l'ai faite en deux dimensions parce que sinon ça prenait trop de place. Donc celle-là, elle transforme le vecteur 0 et le vecteur 1 dans le même vecteur. Le 1 sur racine de 2 qu'on a devant la matrice, c'est pour en fait la rendre unitaire. C'est obligatoire. Et cette transformation permet, quand vous prenez un registre quantique, de dire justement, je vais remplir le registre quantique avec toutes les valeurs de 0 à 2 puissance n-1. Donc elle est fondamentale, c'est généralement la première transformation que vous effectuez sur vos données. C'est l'équivalent de dire, dans un langage classique, pourri égale 0 à 2 puissance n-1, bah, tu me dis dans le registre I. Sauf que là, vous le faites en une seule étape. Donc ça donne des choses comme ça. Vous avez un qubit à gauche, la transformation H qui va faire
calculs physiques sur elle, et vous avez le résultat à gauche. Alors ça ne se voit pas pour ceux qui ont un peu oublié leur mathématiques, mais le membre, l'expression de droite, quand vous prenez le module, ça fait 1. Et donc un deuxième, un petit peu plus compliqué, j'ai mis un peu au hasard, hein, je mets un opérateur H, je prends la négation derrière, je prends la sortie, et je la combine avec Q2 pour refaire une transformation linéaire. Donc ça donne des choses un peu exotiques. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez comprendre des algos qui existent, vous n'avez pas besoin de comprendre ces calculs-là, heureusement. C'est pour ça que j'appelle ça des briques. On peut très bien considérer que vous avez à votre disposition ces outils. Il faut juste comprendre ce que ça fait. Alors, petite phrase en latin. Bon, j'ai pas fait la conf en anglais, mais il y a une phrase en latin. Cette phrase, c'est Leibniz, qui, lorsqu'il devait servir de médiateur dans un conflit diplomatique, disait on ne va pas s'engueuler, en gros on va discuter. Et donc qu'est-ce qu'un algorithme quantique? Alors, pourquoi insister sur inversible et unitaire? Les deux sont importantes, hein, parce que comme j'ai dit, si vos portes logiques sont non unitaires et non inversibles, ça veut dire que vous allez avoir un calcul qui ne sert à rien en fait. Vous pouvez faire des calculs, mais vous n'aurez aucune garantie que le résultat soit exact, ni même qu'il ait un rapport avec ce que vous avez envie de calculer. Pour moi, c'est la limite la plus dramatique, qui va peut-être d'ailleurs transformer les ordinateurs quantiques en une espèce de Formule 1 de l'informatique, mais certainement pas un ordinateur standard comme celui-là avec lequel on peut faire ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on peut calculer avec un ordinateur quantique? Alors là, c'est très compliqué. Donc j'ai rappelé pour ceux qui ont oublié leur cours de calculabilité la thèse de Church-Turing. C'est une thèse qui est non prouvée. Hein. Je rappelle que toute l'informatique d'aujourd'hui repose sur cette thèse, qui ne devrait d'ailleurs pas s'appeler thèse, c'est une hypothèse à la limite. Toute fonction qui peut être regardée comme naturellement calculable, ça veut dire calculable par un ordinateur comme ça, peut être calculée par une machine de Turing universelle et donc par votre ordinateur. Le problème, c'est qu'un ordinateur quantique, ce n'est pas une machine de Turing universelle. La fameuse traduction en fonction primitive récursive, c'est toute fonction calculable par une machine de Turing universelle est une fonction récursive primitive. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas calculer avec un ordinateur classique, et on verra que c'est la même chose pour les ordinateurs quantiques. Alors, calculateur quantique ou ordinateur quantique? Moi, je préfère dire calculateur quantique parce que pour moi, l'ordinateur, c'est quelque chose qui est a priori censé pouvoir faire pas mal de choses. Le calculateur quantique étant limité par l'aspect unitaire et inversible des transformations, ça veut dire qu'aujourd'hui, je crois que je l'ai mis dans un transparent plus loin, mais je vais le dire maintenant, on ne peut pas résoudre un problème comme le voyageur de commerce avec un ordinateur quantique. Ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas un jour, mais beaucoup de spécialistes pensent qu'on n'y arrivera pas. Et donc quand vous regardez la liste des algorithmes, c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté plein de bouquins, j'ai lu plein d'articles, vous vous rendez compte en fait que la liste des algorithmes reconnus comme étant valables dans la liste des algorithmes quantiques est très très courte, elle est tellement courte qu'elle tient sur un transparent. Vous en avez globalement 4. Après, vous avez plein de papiers qui sont publiés, mais généralement, quand vous regardez, ces algos ne sont pas validés. Vous avez l'algorithme de Deutsch, qui généralise la Deutsch-Shojah. Je vais juste parler de Simon et Shor. L'algorithme de Simon, alors il permet de trouver une période dans un registre quantique. L'algorithme de Shor est dans un cas particulier. Et l'algorithme de Grover, qui est malheureusement, il est très intéressant, mais il donne les limites d'un ordinateur quantique, parce qu'en fait, l'algorithme de Grover résout un problème qui est quand même assez classique, c'est j'ai un numéro de téléphone dans une base qui m'associe numéro de téléphone et client. J'ai le numéro de téléphone et je veux chercher le client. J'ai une base de données standard, non relationnelle, raw data. Et malheureusement, Grover a trouvé un algorithme qui dit que pour n éléments, je vais faire une recherche avec un ordinateur quantique en racine de n éléments. Et on a prouvé qu'on ne peut pas faire mieux avec un ordinateur quantique. Et ça, c'est très gênant parce que ça veut dire que les bases de données quantiques, à mon avis, ça n'existera jamais. Alors l'algorithme de Deutsch, c'est le premier qui a existé, hein, je le présente rapidement. Enfin, je ne le présente pas, d'ailleurs, je dis exactement. On va dire plutôt qu'on présente ses propriétés. Donc j'ai une fonction de n bits qui renvoie un bit. Donc je suppose que cette fonction est soit constante, c'est-à-dire qu'elle vaut toujours 0, toujours 1, ou équilibrée sur la moitié des entrées G0, sur l'autre moitié G1. Avec un ordinateur classique, vous devez faire la moitié plus un test pour savoir si elle est équilibrée ou constante.
Donc ça veut dire que si vous prenez 2 qubits, il faut faire 3 tests pour savoir si elle est équilibrée ou constante. Avec l'algorithme de Dodge, vous faites un test. Et c'est ça qui a vraiment lancé la recherche en algorithmique quantique, parce que c'est si vous avez 1024 bits, avec l'algorithme classique, vous devez faire 2 puissance 512 plus une évaluation, c'est-à-dire c'est impossible avec un ordinateur standard. Avec Dodge, vous faites 1024 tests et vous savez si la fonction est équilibrée ou pas. Donc vous avez ce qu'on appelle une accélération exponentielle. Je crois qu'en anglais c'est speed up, exponential speed up. Et si on résume un petit peu ce que je viens de dire, le fait que l'algorithme de Grover, qui fonctionne, mais ne peut faire mieux que racine de n opération pour trouver un élément dans un ensemble de n, ça veut dire par exemple que pour casser une clé AES de 256 bits en brute force, vous allez quand même faire de puissance 128 opérations. Ça veut dire aujourd'hui, c'est impossible. Même si l'ordinateur est très rapide, c'est tout simplement impossible. C'est-à-dire par exemple la cryptosymétrique n'a rien à craindre des ordinateurs quantiques qui en plus n'existent pas encore. Donc c'est pour ça que je disais, il faut tuer quelques idées. Ça va peut-être tuer la crypto asymétrique, mais aujourd'hui, on est presque sûr que sans avancée algorithmique, les algos symétriques n'ont absolument rien à craindre. Donc la situation n'est pas si désespérée que ça. L'algorithme de Shor, c'est la star des algorithmes quantiques. Shor a eu la médaille d'Evan Lina, je crois, pour son travail au Congrès international des mathématiques. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu avoir la médaille Fields parce qu'il a trouvé ça à 41 ans, et pour avoir la médaille Fields, il faut moins de 40 ans. Et donc l'idée est assez simple, je veux factoriser un nombre. Donc je vais prendre un entier A, premier avec le nombre que je veux factoriser, que je vais appeler n, classiquement. Je cherche ce qu'on appelle la période, donc je vais vous le représenter ici, c'est plus joli. Donc je calcule A puissance I modulo n, ça me donne une liste qui est périodique. Le rouge indique la période, et dans le principe de superposition, vous dites à votre ordinateur quantique, tous les registres vont contenir la valeur de 0 à 2 puissance n-1. Je calcule la puissance U modulo n. Shor a démontré qu'on pouvait le faire avec la transformée de Hadamard. Et ce qui est génial, c'est quand vous faites une mesure, ne va vous rester que les éléments périodiques, c'est-à-dire une sous-période de la liste. Et Shor a montré qu'avec cette information, sur un ordinateur classique, on peut s'en servir pour factoriser. Alors vous avez remarqué, pour ceux qui lisent vite, que j'ai écrit qu'on peut factoriser avec une probabilité de 50%, parce que malheureusement, les ordinateurs quantiques ne font pas toujours ce qu'on leur demande. Et donc dans ce cas-là, par exemple, si R est impair, c'est-à-dire si la longueur de la période est impaire, en fait ça veut dire que vous êtes trompé, l'ordinateur n'a pas fonctionné. Alors comme c'est une probabilité de 50%, globalement ça veut dire vous faites 2 fois de suite, ça peut marcher, et l'ordinateur d'IBM est arrivé du premier coup. Donc là, on a le principe fondamental des ordinateurs quantiques, et j'ai même moi l'impression que c'est la seule chose qu'ils savent faire, c'est de prendre une liste périodique et de vous dire quelle est la longueur de la période. C'est sur ces problèmes-là qu'un ordinateur quantique est remarquablement efficace, quand ils existeront. Le problème, c'est qu'avec ça, vous ne faites pas grand-chose. Vous ne modélisez pas, par exemple, un avion avec un logiciel d'éléments finis. Ce n'est pas exactement comme ça. L'algorithme de Shor est un cas particulier de l'algorithme de Simon. Je le présente rapidement. Donc vous avez un ensemble de vecteurs à n bits 0,1 puissance n. Le n1 c'est n-1, pardon. Et je cherche une période pour f, quel que soit xy, f de x égale y implique, ou équivalent, pardon, à x égale y plus z. Donc c'est ce qu'on appelle le problème de sous-groupe caché, sur lequel les ordinateurs quantiques sont remarquablement efficaces. Et donc on voit le gain ici. L'algorithme de Simon, c'est n opérations, donc c'est linéaire, alors que l'algorithme classique, c'est 2 puissance n sur 2 moins epsilon. Ça veut dire 1024 bits, 2 puissance 512, donc impossible aujourd'hui. 1024 bits pour un ordinateur quantique, c'est 1024 opérations. Donc même si ça vous prend 1000 heures, ça fait 1024 heures. Et donc il est important cet algo parce que l'algorithme de Grover, par exemple, utilise l'algorithme de Simon. Donc en fait, il prend la base, il construit un ensemble qui est périodique, qui calcule, et c'est parce qu'il construit un ensemble périodique très grand qui tourne sur racine de n et pas quelque chose de meilleur. Et c'est intrinsèquement, c'est pas juste pour mettre un transparent en plus, ça c'est la limite du calcul quantique selon moi.
on ne peut pas faire grand-chose d'autre que trouver la période d'un ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas résoudre des problèmes intéressants, c'est juste que ça me semble quand même un petit peu limité aujourd'hui. Alors, distribution quantique de clés. En anglais, Quantum Key Distribution. Donc vous avez des objets aujourd'hui qui sont vendus. IT Quantique, c'est une société suisse, c'est la première, je crois, qui a vendu ces appareils quantiques. MagicQ aux États-Unis. C'est pas très bon marché, c'est assez cher. Généralement, il vous faut des fibres optiques de très haute qualité, enfin, c'est pas donné, quoi. Et on vous dit de manière sécurisée sur plusieurs kilomètres, la transmission des informations est inviolable. Alors ça, c'est ce que vous dit le commercial. En réalité, c'est pas tout à fait vrai. Ça repose sur une hypothèse classique encore non prouvée. Ça, c'est fondamental dans le calcul quantique. Il y a plein d'hypothèses qui sont non prouvées. Et on vous fait le coup de la théorie des nombres en crypto standard. On vous dit RSA, c'est sécurisé, puisque factoriser un entier, c'est compliqué. Mais personne n'a prévu que factoriser un entier, c'était par exemple un problème complet. C'est une hypothèse. Ça s'appelle l'hypothèse RSA, qui dit RSA, c'est compliqué à casser. Personne n'a jamais prouvé ça. On a le sentiment qu'en physique quantique, ils nous refont le coup. Ils vous disent, si cette hypothèse est vraie, tout le processus de distribution de clés quantiques est sécurisé. Malheureusement, c'est pas vrai. Donc vous avez premier problème pour l'utiliser. Quand Alice veut communiquer avec Bernard, elle va envoyer un message. Mais pour s'authentifier et se faire identifier, il faut qu'en fait elle échange une clé auparavant. Donc ça, ils vous le disent pas généralement dans les articles. Ça veut dire que si Alice veut parler avec 1000 Bernard, et si vous avez 1000 Alice et Bernard qui veulent parler entre eux, vous allez devoir échanger 1 million de clés d'identification, authentification. Ça veut dire qu'on retourne sur le problème des années 70 qui a fait qu'on a inventé la crypto asymétrique. Et ils vous disent qu'évidemment, il faut faire sur un autre canal, parce que si vous envoyez cette clé sur le canal quantique, à ce moment-là, il est non sécurisé, et donc vous devez utiliser un autre canal. C'est exactement le problème de la crypto symétrique. C'est super rapide d'AES, mais il faut échanger la clé d'une autre manière. Alors ça, déjà, c'est un peu gênant. Deuxièmement, l'idée que c'est physiquement sécurisé, cette idée a été battue en brèche par un groupe de chercheurs assez fabuleux en 2010, parce qu'avec quelques centaines d'euros, c'est-à-dire une attaque qui a coûté moins cher que l'achat du matériel d'idées quantiques, en fait, ils ont retrouvé 100% de la clé secrète qui était envoyée. Alors comment ont-ils procédé? En fait, la crypto quantique distribuée, enfin la distribution de clés quantiques plus exactement, repose sur l'idée qu'on voyait un photon à la fois, et que ce photon, si un attaquant le mesure, Bernard qui attendait ce photon va se rendre compte que la polarité a changé, donc il sait que ce photon doit être éliminé. Donc ça, c'est la théorie. Si c'est vrai, ça marche bien. Mais les Norvégiens se sont rendus compte qu'en fait, l'appareil envoyait plein de photos en même temps, qui étaient non intriqués. Donc en fait, il suffisait d'en choper un, de laisser passer les autres. Et Bernard pouvait faire ses mesures sans aucune difficulté. Et donc, ils ont simplement utilisé une forme de ce qu'on appelle un canal auxiliaire. Donc vous allez me dire, ok, mais alors si on est capable d'envoyer un photon à la fois, le système est vraiment sécurisé. Admettons que l'hypothèse soit vraie. Le problème, c'est que vous multipliez par 1000 le coût de l'appareil. C'est-à-dire qu'envoyer un seul photon à la fois, ça coûte très 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 cher. Et donc l'appareil de l'idée quantique, à mon humble avis, n'est pas sécurisé. Alors d'autres algorithmes ont été inventés qui, eux, pour l'instant résistent. Notamment, mon préféré, c'est EPR. Donc EPR utilise justement des photons intriqués. Donc pour simplifier, vous envoyez une paire de photons. Il y en a un qui va chez Bernard, l'autre est chez Alice. Et quand Bernard fait sa mesure, Alice peut voir si ça a été mesuré ou pas. Donc si vous avez un attaquant, entre guillemets, qui joue à l'homme du milieu, Alice va se rendre compte qu'il y a eu 2 mesures sur le photon et elle annule la transmission. Elle considère qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Encore une fois, il faut envoyer un photon à la fois. Donc on attend dans les prochains mois que les Norvégiens attaquent aussi l'algorithme EPR. Mais l'algorithme EPR n'étant pas implanté physiquement, ils doivent d'abord créer leur système avant de l'attaquer. Et donc, si vous avez un système physique parfait, c'est a priori sécurisé, mais comme le savent ceux qui attaquent les cartes à puce, c'est pas parce que vous avez mis RSA dans une carte à puce que votre système est sécurisé. Vous attaquez non pas RSA, mais vous attaquez la carte à puce. Là, c'est pareil. Vous attaquez pas l'algo, vous attaquez son implémentation physique.
Alors on a dit au départ qu'il y a deux visions de la crypto quantique. Vous avez le calcul quantique qui aujourd'hui n'existe pas tant qu'on n'aura pas d'ordinateur quantique, mais sur le papier vous avez des algorithmes quantiques. Et vous avez aussi un autre phénomène qui est apparu, c'est il y a quand même quelques chercheurs qui se sont posés la question, si l'ordinateur que j'ai appelé QAL existe, ça serait bien quand même qu'on se prépare à remplacer RSA, Gamal, ENCO. Et donc, vous avez eu un colloque, je crois, le premier était en 2006, à Louvain-la-Neuve, qui a eu tellement de succès qu'ils ont décidé 2-3 ans après de publier les actes, qui sont très très intéressants à lire. Et donc, ce que vous ne trouvez pas dans 10 minutes, ce que vous ne trouvez pas dans les articles, c'est qu'on ne peut pas casser une clé AES de 256 bits. C'est-à-dire, en fait, les gens ne présentent que les aspects positifs du calcul quantique et non pas les aspects négatifs. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec un ordinateur quantique? Et donc, tant que vous n'avez pas une avancée algorithmique majeure sur les attaques des algos basées sur ce qu'on appelle les réseaux de substitution de permutation type Feistel, donc AES ou triple DES, ben, ces algos sont résistants. Mieux, on s'est rendu compte qu'il y a un très vieil algorithme, Makelis, en 78. Makelis a publié un algo qui à l'époque a été mis à la poubelle entre guillemets par les industriels parce qu'en fait il disait qu'il fallait une clé publique de 10 mégas, ce qui à l'époque était considérable. Aujourd'hui il faut une clé de 100 mégas pour avoir une version sécurisée, mais cet algorithme ne connaît aucune faiblesse ni sur un ordinateur classique ni sur un ordinateur quantique. Et donc comme je disais dans une autre conf, le jour où vous pouvez acheter votre ordinateur quantique au coin de la rue, il suffit de passer à Makelis, vous aurez des clés publiques de 100 mégas, et puis vous ferez avec, parce que vous n'aurez rien d'autre sous la main. Tous les autres seront morts, en gros. Et donc vous avez plusieurs domaines de cryptographie qui sont en train d'émerger. Alors, par le plus grand des hasards, vous avez les deux derniers qui n'ont pas été inventés à cause de la crypto quantique. Ils n'ont pas été inventés pour résister à des algorithmes quantiques. Donc vous avez les algorithmes à base de réseaux euclidiens. Le plus célèbre, c'est NTRU, qui est très élément. NTRU, on ne sait pas du tout comment l'attaquer avec un ordinateur quantique. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que d'ici demain, on ne pourra pas le faire. Mais aujourd'hui, on pense que ça peut très très bien résister. Et vous avez le troisième point. Le chiffrement de Makelis est un cas particulier de ce qu'on appelle les chiffrements par code. Donc c'est des codes correcteurs d'erreur pour être précis. Ces chiffrements semblent très très bien résister aux ordinateurs quantiques parce que vous n'avez pas du tout de période. Et donc vous ne pouvez ni utiliser des algos équivalents à Shor, ni utiliser Grover, ni utiliser Simon. Et donc ça c'est très très intéressant. Et le deuxième, qui est le plus récent, c'est ce qu'on appelle la cryptographie multivariable. Donc ça repose sur des problèmes qu'on sait être NP complet de résolution de systèmes polynomiaux. Et ces systèmes-là sont assez résistants. Oui, j'ai sauté la première ligne. Donc les arbres de hachage de Merkle, donc c'est 78, ils ont été un petit peu abandonnés pour le chiffrement, mais pour ce qui est authentification et identification. Mais ils sont restés dans... vous l'avez dans Bitcoin, vous l'avez dans ZFS et dans le protocole Google Wave. Il y a un de mes élèves qui m'a dit qu'effectivement, dans ZFS, ça marche très bien. C'était un des conférenciers de ce matin-là, Franklin. Voilà. Et le chiffrement de Makelis, clé très longue, mais résistant, on fera avec. En plus, 100 mégas aujourd'hui, c'est pas si gros que ça. Donc il a plein de petits défauts, double attaque de message. Son chiffrement est très lent, par contre son déchiffrement est très rapide et on ne connaît que très très peu de faiblesses. Donc, a priori, c'est le futur remplaçant de RSA lorsque les ordinateurs quantiques seront réalistes. Rapidement, la cryptographie multivariable, donc c'est un des rares types d'algorithmes sur lequel on a une propriété de sécurité mathématique, puisqu'il repose sur un problème NP complet. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si les problèmes NP complets pourront être un jour résolus, puisque vous retombez sur la conjecture SQP égale NP, donc on retombe encore sur quelque chose qui est quand même très hypothétique. Et le problème de ces algos, c'est qu'ils sont très jolis, mais la plupart des algos qui existent ont été cassés. Donc à chaque fois, on remet un nouvel algo sur le marché,
et aujourd'hui leur situation est un peu ambiguë. Alors on va conclure rapidement. Première remarque, vous ne pourrez jamais, et quand je dis jamais, je ne suis pas sûr, je ne suis pas mécanicien quantique, mais à mon avis, vous n'exécuterez jamais un code arbitraire sur un ordinateur quantique. Votre ordinateur quantique pourra tout au plus s'occuper de quelques parties de votre code. Donc ça veut dire quand même très limité. Les problèmes que vous pourrez résoudre avec seront eux aussi limités. Je rappelle, unitaire, inversible. Vous n'avez pas l'un, vous n'avez pas l'autre, vous n'avez aucun des deux. Votre résultat n'a aucune signification. C'est comme si vous preniez un thermomètre et il peut vous dire que dans la pièce il fait un million de degrés ou au moins 500 000. Vous pouvez évidemment utiliser le résultat, mais ça risque d'avoir peu de réalité physique. Par contre, il faut quand même dire que si votre problème s'adapte à un ordinateur quantique, dans ce cas-là, les ordinateurs quantiques ont tout à fait leur rôle à jouer. Et il y a un autre phénomène aussi qui est très très peu connu, et j'essaierai même pas de vous l'expliquer, je vous dirai juste comment ça s'appelle. Il y a quelques articles qui commencent à suggérer que si on ne règle pas le problème de la décohérence quantique, on aura l'équivalent d'un ordinateur quantique qui va avoir le bon résultat que vous aviez désespérément envie de voir dans ce registre, mais quand vous allez faire la mesure, ça va en quelque sorte effacer un nombre considérable de bits du résultat, et le résultat en sortie sera faux. Donc en clair, c'est comme si vous aviez une espèce de boîte noire dans laquelle vous savez que le résultat est là, mais quand vous l'ouvrez, vous le perdez. Et en fait, c'est le chat de Schrödinger. Vous avez le résultat qui est là, mais tant que vous ne l'avez pas ouvert, vous êtes content, mais vous ne pouvez rien en faire, parce que quand vous ouvrez la boîte, le résultat s'envole. Voilà. J'ai terminé. Donc ça, hop, hop. Et petite question. 20 secondes. C'est une question que j'ai posée à pas mal de spécialistes en crypto quantique, en calcul quantique. Je leur ai dit, voilà, j'ai un ordinateur quantique à 1024 bits. Est-ce que je peux calculer la factorisation d'une clé de 1048 bits? Et ils vont bien me dire, mais pourquoi vous voulez faire ça? Si j'ai un ordinateur quantique à 1024 bits qui peut casser une clé RSA à 2048, je peux simuler l'ordinateur quantique à 1024 avec un ordinateur quantique à 512. On fait de la récursivité, de 512 je passe à 256, j'arrive à 128, 64, 32, 16, 8 et 4. Comme les ordinateurs quantiques à 4 bits existent, techniquement, je peux casser une clé RSA à 2048 bits. Évidemment, ça ne marche pas, il y a quelque chose qui se passe derrière. Et j'ai toujours pas la réponse, donc si dans la salle il y a quelqu'un qui peut me donner une piste de réflexion, je suis preneur. Et normalement c'est terminé, je mettrai en ligne les transparents, vous avez toutes les références. Pour ceux qui ne comprennent rien et qui voudraient comprendre, je vous conseille le livre de HEI, des HALS, Fundamentals of Quantum Computing. Et il y en a un autre qui est QCS, c'est mon préféré, Quantum Computing Computer Scientist, où ils évacuent quasiment toute la mécanique quantique. Vous ne gardez que le strict nécessaire et tout le reste c'est de l'algorithmique standard assez compréhensible. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions.